Où étiez-vous le soir de la mort de Dominique Aubry? Je me suis rendu à la péniche car nous avions convenu de nous voir ce soir-là. J'ai dû arriver vers 18h. Étiez-vous seul avec Dominique Aubry ce soir-là? En fait, je n'étais pas seul. J'étais accompagné d'Olivier Eustache. C'est un ami commun à Dominique et moi. Lors de votre précédente audition, vous ne l'avez pas mentionné. J'étais en état de choc. Je n'en ai pas parlé la première fois, tout simplement parce que l'on ne m'a pas posé la question. Saviez-vous que vous étiez le légataire universel de Madame Aubry? Au sujet du testament, je n'ai appris qu'il n'en existait un qu'après le décès de Dominique. Voulez-vous ajouter quelque chose? Pour le moment, je ne vois rien de plus à déclarer. Neuilly-sur-Seine, une commune chic et bourgeoise de la banlieue parisienne. Le 1er décembre 2005, le corps pendu d'une femme est retrouvé sur l'une de ses luxueuses péniches. Cette femme se nomme Dominique Aubry, une riche veuve de 57 ans, inconsolable depuis la mort de son mari. Derrière ce drame, un héritage colossal de plus de 14 millions d'euros. 3 ans de péripéties judiciaires, durant lesquelles cette incroyable enquête oscille entre la thèse du suicide et celle de l'assassinat. Une affaire aux rebondissements multiples qui convergent vers 2 suspects. Le fils spirituel de la victime, l'héritier, Franck Renard-Payen, et son ami Olivier Eustache. Pendant 10 ans, les 2 hommes n'auront de cesse de clamer leur innocence. Pourtant, tous les accusent. Le 18 avril 2014, au tribunal de Nanterre, s'ouvre le procès de Franck Renard-Payen et d'Olivier Eustache. L'avocat général s'emploie à prouver que l'héritier et son ami sont bien les meurtriers de la riche veuve. Dans cette affaire, il s'agit bien d'un assassinat. D'un plan monté de toutes pièces pour éliminer Dominique Aubry. Dominique, l'amie généreuse qui leur avait ouvert les bras et les portes du tout Paris. Ils ont profité de cette femme, anéantie par la mort de son mari, jusqu'à orchestrer ce plan machiavélique pour ramasser le magot. L'avocat de la défense en est convaincu, l'enquête est à charge. Franck Renard-Payen et son ami Olivier Eustache sont les victimes d'une instruction mal maîtrisée, qui s'est perdue dans des myriades d'expertises. Un dossier sans preuve. Un procès qui leur rendra leur honneur à tous deux. Parce que dans cette triste affaire, Franck Renard-Payen n'a pas seulement perdu une amie. Fils adoptif. Il a perdu une mère. Il est 13h15 ce 1er décembre 2005, lorsque Franck Renard-Payen arrive à Neuilly-sur-Seine pour déjeuner avec Dominique Aubry. Il sonne à la porte, mais personne ne lui ouvre. Ils se sont pourtant donné rendez-vous la veille. Il appelle, elle ne répond définitivement pas. Il va donc chez le voisin, qui lui a le double de la clé de chez Madame Aubry. Je lui dis, si tu veux, tu prends les clés et le bip, parce qu'il fallait baisser la passerelle, elle était relevée. Et il s'en va, et il revient au bout de, je sais pas, 30 secondes, 40 secondes. Il vient en hurlant, Gabi, Gabi, Gabi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le feu. Il était blanc comme un linge. J'ai cru qu'il allait tomber dans les pommes. Franck s'agrippe au bras du voisin et lui demande de l'accompagner jusqu'à la péniche. Et là, la porte à peine ouverte, il découvre le corps pendu de Dominique Aubry. J'ai vu Dominique accroché après l'escalier. Alors ça m'a bouleversé, moi, hein, parce que j'étais pas prêt du tout à ce genre de situation. Sous le choc, Gabriel prévient immédiatement la police. Arrivé sur place en quelques minutes, l'équipe du commissariat de Neuilly-sur-Seine procède aux premières constatations.
Immédiatement, ils ont affaire à une scène de suicide. Ils voient donc Madame Aubry pendue au bout de cette corde fixée à l'escalier de la péniche. Le corps de Dominique Aubry est rigide, vêtu d'un jean et d'un pull, la tête penchée sur la gauche, les bras tendus vers le bas et la pointe des pieds reposant sur le sol. Un officier de police judiciaire prendra les photos et on constatera 2 chaises renversées au pied de Dominique Aubry. Après avoir décroché et posé le corps au sol, les policiers inspectent la péniche. Sur une table basse, ce qui pourrait ressembler à un reste d'apéritif attire tout d'abord leur attention. Un verre est posé sur la table basse de ce salon. Dans ce verre, on retrouvera des résidus de cachets, de comprimés qui ont été écrasés et manifestement mélangés à de la vodka, puisqu'il y a une bouteille de vodka qui est retrouvée également sur cette table basse à proximité du verre. Il y a également des boîtes de médicaments, de calmants, d'anxiolytiques, et notamment un blister qui est entamé. Cette scène laisse à penser que la défunte aurait ingurgité de nombreux médicaments et bu une grande quantité d'alcool avant de se suicider. Le capitaine de police Colombiès est immédiatement frappé par le luxe des lieux. Des murs couverts de tableaux, des meubles précieux. Un véritable musée flottant, d'une propreté parfaite, où tout est en ordre, sans aucune trace de lutte, ni de cambriolage. La dame vivait seule. Il n'y avait qu'un chien qui s'est sauvé à l'ouverture de la porte lorsque M. Renard-Payen ouvre cette porte et découvre donc le cadavre. Après l'examen du médecin légiste, le corps est transporté au service de médecine légale. En attendant les résultats des analyses, les policiers auditionnent les proches et tentent de dresser le portrait de la victime. Interrogé sur place, Franck Renard-Payen raconte que Dominique Aubry, surnommé Libellule, menait une vie de fête avec Jean, son célèbre mari, antiquaire et marchand d'art. Le couple Aubry était un couple très fusionnel et très fêtard. En fait, ils adoraient faire la fête. Ils adoraient s'entourer de jeunes gens qui aimaient faire la fête. Et Franck Renard-Payen, pour sa part, était quelqu'un aussi qui aimait bien faire la fête et fréquenter les boîtes de nuit. C'était un couple riche. Dominique Aubry était une femme joyeuse, vive, pétillante, décrite comme sportive, énergique, dynamique. Selon Franck, cette femme pleine de vie avait néanmoins de bonnes raisons de mettre fin à ses jours. À l'occasion d'un voyage, revenant de l'île Maurice, Jean Aubry décédera pendant le vol d'une crise cardiaque. Et Dominique Aubry a passé le reste du voyage à côté du corps de son mari, qui était caché sous une couverture. Comment se remettre d'un si violent traumatisme? Elle a rencontré Jean à l'âge de 16 ans et ne l'a plus quitté. À 57 ans, elle l'aime toujours aussi passionnément. Donc évidemment, Dominique Aubry est totalement dévasté. C'est quelqu'un qui était très gai et qui va, à partir du décès de son époux, évidemment connaître une descente aux enfers sur le plan psychologique et moral. Après la mort de Jean, toute la vie de Dominique s'effondre. Elle trouve alors refuge dans l'alcool. Se serait-elle suicidée? Ne se sentait-elle plus la force de vivre sans l'amour de sa vie? L'hypothèse paraît plausible. Le procureur ouvre une simple enquête pour suicide et recherche les causes du décès. À 18h30, le dimanche 1er décembre, Franck Renard-Payen est de nouveau entendu sur les liens qui l'unissaient à Dominique Aubry. Jean et Dominique ont adoré Franck tout de suite. Et Franck est devenu leur ami le plus proche. Jean Aubry, d'ailleurs, a fait travailler Franck Renard-Payen dans le cadre de ses activités d'antiquaire. Et on peut dire que Franck Renard-Payen pouvait être considéré putativement, de fait, comme étant le fils adoptif des époux Aubry. C'était une relation forte, extrêmement sincère. Très ému,
Franck revient sur la veille du drame. Il avait rendez-vous avec Dominique à 18h30. Il pense être la dernière personne à l'avoir vu. Il a dit qu'ils avaient bu un petit peu, qu'ils avaient mangé du poulet. En tout cas, il n'a pas donné tellement de détails sur la soirée. Donc, Franck a quitté la défunte la veille aux alentours de 21h30 et il la retrouve pendue le lendemain en début d'après-midi. À la fin de son audition, Franck rapporte une information importante. Il y a 6 mois, Dominique aurait déjà tenté de se suicider sur sa péniche à l'aide de médicaments et d'alcool. Lui serait arrivé à temps pour la sauver. Et cette tentative de suicide, elle est documentée par son hospitalisation. Et le motif de son hospitalisation est indiscutablement une tentative de suicide. Elle se sort in extremis de cette première tentative. Mais ce fameux 30 novembre 2005, elle récidive. Et personne n'est là pour la sauver. Dominique Aubry aurait donc mis fin à ses jours. Après seulement une journée d'investigation, l'enquête est sur le point d'être classée quand un témoignage va remettre en cause l'hypothèse du suicide. La police reçoit au commissariat un appel téléphonique d'un notaire qui annonce que Madame Aubry a fait de Franck Renard-Payen son légataire universel. C'est-à-dire qu'il va hériter, selon ce que dit ce notaire, de toute la fortune de Madame Aubry, qui est estimée à ce moment-là à environ 14 millions d'euros. Une succession qui, selon lui, risque d'être compliquée à gérer puisque la défunte a de la famille. Madame Dominique Aubry a encore sa mère, Madame Fontaine, qui est toujours vivante et qui est donc son héritière légitime, selon la loi. Et puis son frère, Frédéric Fontaine. Les enquêteurs commencent à douter. Ils envisagent une nouvelle piste, peut-être celle d'un meurtrier. Quelques jours après le décès de Dominique Aubry, les policiers du commissariat de Neuilly décident de s'intéresser de plus près à Franck Renard-Payen. Ils se penchent sur son passé, mais son casier judiciaire est vierge. Franck Renard-Payen est un fils d'une famille bourgeoise. Sa mère est médecin radiologiste. Son père a occupé de très hautes fonctions puisqu'il a été pendant un temps commandant de la gendarmerie. Il était conseiller honoraire à la Cour de cassation. Benjamin d'une fratrie de 3 enfants, Franck est un fils de bonne famille, un jeune homme gâté. Il a travaillé comme vendeur, puis serveur, avant d'être employé dans une boîte de nuit huppée où il a rencontré Léo Aubry. C'est quelqu'un qui se cherche, qui a du mal à trouver une voie précise dans la vie et il a du mal à trouver notamment un chemin professionnel. Franck devient un intime du couple. Ils vont lui mettre le pied à l'étrier. Jean lui donnait un peu de travail dans sa boutique. Il chinait avec Jean, il faisait les voyages avec Jean. Il l'aidait à porter les meubles, il travaillait un peu avec lui. Le jeune homme profite de son physique et de ses bonnes manières d'aristocrate pour mener une vie douce et agréable. C'était un jeune homme toujours bien de sa personne, correct, poli. On sentait qu'il y avait une bonne éducation derrière. Et j'ai apprécié qu'il soutienne Madame Aubry après le décès de Jean. Franck voit alors Dominique tous les jours. Il s'occupe d'elle, la console, la soutient. Très présent, il l'aide à surmonter cette épreuve. Distante de sa famille, elle est aussi fâchée depuis 2 ans avec son frère, Frédéric Fontaine. Notamment depuis que Jean Aubry lui avait prêté de l'argent au frère et qu'il n'arrivait pas à rembourser. Les soupçons qui entourent le testament s'estompent. Les enquêteurs écartent l'hypothèse du meurtre et optent à nouveau pour un classement sans suite de l'affaire. L'enquête est ouverte depuis 13 jours à peine, lorsqu'un témoignage inattendu va relancer les investigations. L'un des voisins va prétendre que lors de la soirée qui a précédé
la découverte du corps de Dominique Aubry, Franck Renard-Payen n'était pas seul avec Dominique Aubry, qu'il était accompagné par une troisième personne. Franck m'avait dit qu'il avait dîné donc le fameux soir, qu'il avait dîné avec elle et Olivier Eustache. Je ne sais pas quel était son intérêt de mentir. Une omission pour le moins déconcertante. Ou un mensonge délibéré, compte tenu de l'imposante fortune dont Franck est le seul héritier. Le 14 décembre, il est de nouveau entendu afin d'éclaircir ces zones d'ombre. Franck Renard-Payen est donc interrogé sur la présence de cette troisième personne. Il répond qu'il était quand même sonné, choqué, bouleversé. Il venait de découvrir son ami pendu au bout d'une corde et il n'a pas pensé à préciser qu'il n'était pas seul à ce dîner. Il dit « on ne m'a pas posé la question, donc je n'ai pas parlé de sa présence », ce qui est un peu ingénu. Spontanément, je ne vous l'aurais pas dit, mais pourquoi l'aurait-il caché? Enfin, c'est troublant, voilà. C'est en soi pas suffisant, mais c'est troublant. En 2014, lors du procès de Nanterre, l'avocat de la défense insiste. Son client n'avait aucun intérêt à mentir. Ce n'est pas un mensonge, juste une omission. Franck était très perturbé après la mort de Dominique. Ça peut se comprendre. La preuve qu'il n'avait rien à cacher, c'est que le matin même de la découverte du corps, il s'était confié à un voisin pour lui dire qu'il était avec Olivier, la veille au soir, chez Dominique. Et puis, Franck et Olivier savaient parfaitement que Dominique Aubry notait tout à son agenda. Les enquêteurs ont pu le vérifier. Alors, pourquoi mentirait-il? Les enquêteurs le poussent dans ses retranchements et l'interrogent sur la succession. Le jeune homme paraît sincèrement étonné. Il affirme tout ignorer de cet héritage qui le désigne comme unique légataire. Il savait que elle avait mis une assurance vie à son nom. Et compte tenu des relations qu'il avait, et avec elle, et qu'il avait eu avec Jean Aubry aussi, il se doutait qu'il serait sur ce testament. Ce qu'il ne savait pas, et ça, il l'a dit jusqu'au bout, et tout porte à le croire, c'est qu'il serait le seul sur ce testament, et qu'il serait le seul légataire universel. Quant au mystérieux ami présent sur la péniche, il se nomme Olivier Eustache, un jeune homme issu d'un milieu modeste, considéré par tous comme sérieux et fiable. Il n'a pas connu son père, il a été élevé par sa mère. Il a suivi des études supérieures, il a commencé un cycle de formation en droit. Il est rentré auprès d'un groupe bancaire important. Il a pu s'installer dans des fonctions de responsabilité. Il quitte ensuite la banque et développe ses propres activités dans l'immobilier, avant de décider de tout arrêter. Au moment où il rencontre Franck et Dominique, ils viennent de se séparer, il vient de quitter son travail, mais il a un petit matelas financier qui lui permet de voir venir un petit peu. Franck rencontre Olivier 6 mois avant le drame, lors d'un voyage en Turquie avec Dominique. Ils deviennent inséparables, comme deux frères. Franck et lui sont devenus très amis. À l'époque, c'était un peu la réunion des cœurs cabossés. Ils traversaient tous les deux une période un peu compliquée. Ils étaient tous les deux en instance de divorce. Et tous les deux psychologiquement très abattus. Après avoir fouillé le passé des deux amis, les enquêteurs s'intéressent de plus près à la vie mondaine de la défunte. Ils lui découvrent petit à petit une personnalité sombre, complexe, et moins charitable qu'il n'y paraît. Dominique Aubry, c'est une femme au tempérament fort, qui sait s'affirmer, s'imposer. Et à la fois, elle se montrait généreuse avec toute cette clique de jeunes gens qui l'entouraient, enfin généreuse dans le sens où elle payait, mais d'une certaine manière, elle payait pour s'assurer de la présence de certains de ces jeunes gens fêtards autour d'elle. Dans cet environnement festif, Dominique se met à boire beaucoup et souvent.
Sous l'emprise de l'alcool, cette femme au caractère bien trempé pouvait se montrer autoritaire. Dominique Aubry était quelqu'un, alors tyrannique c'est un peu fort, mais quelqu'un qui avait un mauvais caractère et puis qui avait l'habitude, qui avait été extrêmement... C'était une enfant gâtée par son mari, en fait. Et elle avait l'habitude d'avoir un petit peu tout ce qu'elle voulait quand elle le voulait. Moi, je l'avais appelée la princesse du jour et la reine de la nuit. Pour Franck, elle considérait un peu que, vu qu'elle payait, il pouvait bien être là et faire comme elle avait envie. Et quand elle avait envie de partir à tel endroit en vacances, il n'avait qu'à venir se taire ou la rembourser. Franck et Olivier ont-ils profité de sa détresse au point d'en arriver à la tuer? Les enquêteurs le présument. Le 15 décembre, 2 semaines après le drame, Olivier Eustache est convoqué au commissariat de Neuilly. Il va alors confirmer avoir dîné avec Franck et Dominique le soir du drame. Il serait arrivé sur la péniche vers 19h, Franck vers 19h30. Ils vont prendre un apéritif avec Dominique Aubry, qui avait déjà, semble-t-il, pris elle-même un apéritif précédemment, seule. Ils vont ensuite dîner assez rapidement dans le salon, du poulet. Autour d'un verre, après le dîner, les 3 amis abordent la question des prochaines vacances, un sujet auquel tient particulièrement Dominique Aubry. Il indique surtout que, assez rapidement, l'ambiance était tendue ou pesante parce qu'un désaccord va naître sur le lieu de vacances qu'envisage de choisir Dominique Aubry, qui veut se rendre au Sénégal, dans un club de vacances qu'elle avait l'habitude de fréquenter avec son époux. Olivier Eustache, notamment, n'a manifestement aucune intention d'accompagner Dominique Aubry, parce qu'il considère quelque part que c'est une sorte de voyage un peu mortifère. De plus en plus ivre, Dominique le prend très mal et devient désagréable. Agacés, Franck et Olivier décident de partir. Ils quittent la péniche à 21h30. Olivier devait raccompagner Franck chez lui au cœur de Paris, puis finalement, il dit qu'ils ont changé d'avis. Il lui a proposé d'aller prendre un verre. Ils sont allés boire un verre dans un bar du 8e, le Winston, où une de leurs copines les retrouvera beaucoup plus tard dans la soirée. Daniela, une familière de la péniche, les rejoint vers 23h. Et les 3 amis se quittent à 2h du matin. Les policiers abordent alors la question du testament et tentent de déstabiliser Olivier. L'homme leur fait part de nouveaux éléments plutôt troublants. Olivier dit aux enquêteurs qu'il a aidé Dominique Aubry à rédiger son testament. Comme il avait fait un petit peu de droit dans ses études, il a imprimé un modèle de testament. Dominique Aubry va remplir seul ce testament. C'est un testament qui est de la main incontestablement de Dominique Aubry. Il l'a accompagné chez le notaire quand il y a été déposé et dûment enregistré. Cette révélation, pour le moins ahurissante, va susciter de nouvelles interrogations. On pourrait effectivement s'étonner de ce qu'aussi proches tous les deux, Olivier Eustache n'ait pas indiqué à Franck Renard-Payen quelles étaient les dernières volontés de Dominique Aubry, particulièrement dans le contexte dans lequel vivait Franck Renard-Payen, puisqu'il avait des difficultés financières, qui s'en étaient ouverts auprès d'Olivier Eustache et qu'Olivier Eustache l'aidait à régler ses difficultés financières de leurs aveux à tous les deux. À la lumière de ces nouveaux témoignages, la piste criminelle devient de plus en plus plausible. 14 millions d'euros, c'est un mobile vraisemblable. Et un mobile de poids. Les premiers résultats de la police scientifique tombent. Ils sont sans appel, mais viennent à nouveau perturber le travail des enquêteurs. Dans son rapport d'autopsie, le médecin légiste conclut à un syndrome d'asphyxie par pendaison et à l'absence de lésions de maintien, de lutte et de défense. Les analyses toxicologiques, quant à elles, révèlent un taux d'alcool de 2,44 g. Cette autopsie va également révéler la présence d'un certain nombre d'anxiolytiques, de barbituriques. Donc il y avait la combinaison alcool, médicaments qui a été consommée par Dominique vraisemblablement pour
favoriser le passage à l'acte, ce qui est tout à fait habituel chez une personne qui entreprend de se suicider. Le rapport d'autopsie et les analyses toxicologiques ramènent l'enquête à la thèse soutenue par la défense. Le 23 juillet 2006, le parquet de Nanterre conclut à un suicide par pendaison et classe l'affaire. Au moins pour un temps. Un mois après le décès de Dominique, la version du suicide s'est imposée à la justice. Mais la mère et le frère de la défunte n'y croient pas. Ils décident de déposer une plainte contre X. C'est la scène de pendaison qui pose problème. Scène de pendaison avec une corde d'amarrage d'un bateau, la péniche disposait d'un bateau annexe, mais que ne maniait que très rarement, ou même pas du tout. Certains amis de Dominique Aubry qui sont venus trouver Frédéric Fontaine pour lui dire « ce n'est pas possible, ta sœur n'a pas pu se pendre avec une corde, elle ne savait pas du tout faire un nœud, encore moins un nœud aussi complexe ». La famille de Dominique en est persuadée. Le nœud de pendaison a été fait par la personne qui l'a assassiné. Mais selon Franck et Olivier, la famille porte plainte pour des raisons plus triviales. Tout simplement parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne percevront rien ou presque rien de l'héritage de Dominique Aubry. Très clairement, c'est le testament et les conséquences qui sont attachées aux volontés testamentaires de Dominique Aubry qui vont déterminer la famille à porter plainte. Le frère de Dominique Aubry affirme qu'elle n'était pas suicidaire. Pour preuve, la veille de sa mort, elle avait appelé sa mère au téléphone. Elle semblait en pleine forme. Les deux femmes avaient d'ailleurs convenu de se rappeler le surlendemain. Le parquet est saisi. Le 31 janvier 2006, une information judiciaire est ouverte contre X, du chef d'homicide volontaire. Une juge d'instruction est désignée. Elle va délivrer une commission rogatoire à des enquêteurs qui ne sont pas des amateurs, c'est quand même la brigade criminelle de Paris, qui est les Orfèvres. Cette seconde équipe remet tout à plat. Franck et Olivier sont désormais dans la ligne de mire des célèbres enquêteurs du 36. La juge organise une reconstitution sur la péniche afin d'élucider le mystère qui entoure encore la mort de la riche veuve. On fera, dès cette première reconstitution, des tentatives pour essayer de reconstituer la façon dont ce nœud a pu être établi, la difficulté de le faire à cette hauteur, avec un nœud particulier. On a déroulé comme cela les hypothèses qui ont en tout cas permis du côté de la partie civile de s'interroger sur la capacité de Dominique Aubry elle-même, qui, de la connaissance de son entourage, n'était pas quelqu'un qui savait faire des nœuds assez complexes, et dans son état d'alcoolémie ce jour-là, encore moins. Après avoir absorbé une si grande quantité d'alcool et de médicaments, Dominique Aubry était-elle en mesure de confectionner un nœud aussi complexe? De s'accrocher à la corde, de se mettre en équilibre sur une chaise et de se pendre? Une théorie soutenue par les avocats de Franck et Olivier. Cette reconstitution ne permettra pas de démentir l'hypothèse suicidaire. D'abord, ce qu'il faut également envisager, parce que c'est tout à fait vraisemblable, et ça relève, j'allais dire, d'une analyse de bon sens, il faut envisager que Dominique Aubry ait organisé son dispositif de pendaison à un moment où elle est encore sobre. Aux grandes dames des enquêteurs du 36, la reconstitution ne permet pas de confirmer un scénario précis. L'enquête retourne donc une fois de plus à la case départ. Deux ans après le début de cette affaire, la justice ne parvient toujours pas à trancher. Est-elle face à un suicide ou à un crime habilement maquillé? La brigade criminelle de Paris a envoyé son rapport de synthèse au juge d'instruction, au terme duquel
Elle dit que les éléments matériels qui ont été récupérés, que les constatations, les expertises, les constatations médicales démontrent que c'est une pendaison suicidaire. En 2008, un nouveau juge d'instruction est nommé. Insatisfait des recommandations de son prédécesseur, il dessaisit les enquêteurs du 36 quai des Orfèvres au profit de la brigade criminelle de Versailles. Il y a une volonté de la part du nouveau magistrat instructeur, peut-être aussi, de rattraper des erreurs procédurales initiales, d'effectuer des actes qui n'ont pas été faits dès le départ, de poser des questions à des experts qu'on n'a pas posées au départ, parce que les expertises répondent à des questions et que si on ne leur pose pas les bonnes questions, on ne peut pas avoir les réponses. Le magistrat ordonne une nouvelle expertise de l'autopsie. Ce deuxième examen révèle une légère fracture du larynx. Un élément majeur d'après l'expert, le professeur Malissier. En général, une pendaison ne fracture pas le larynx. En revanche, lors d'un étranglement, il se brise. Pour le professeur Malissier, elle a été, selon ses observations, étranglée sans doute dans un premier temps et une fois décédée, pendue. Et cette pendaison aurait entraîné la fracture du larynx qu'il observe comme étant post-mortem. La défense conteste avec force cette hypothèse. On n'a pas le tableau de la strangulation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune violence sur le corps. On peut imaginer que quelqu'un que l'on veut étrangler se débatte. Il n'y a surtout pas de marque autour du cou. Donc, à supposer qu'il y ait une strangulation, on ne peut même pas dissimuler les marques éventuelles des mains autour du cou par le sillon de pendaison, puisque de toute façon, ils n'ont pas la même forme. Ces derniers arguments n'ont aucune emprise sur le magistrat. Il semble convaincu de la culpabilité de Franck et Olivier et va tout mettre en œuvre pour obtenir des résultats. Il fait ressortir les analyses ADN des scellés et commande de nouvelles expertises. Des analyses scientifiques qui sont faites sur les scellés. On retrouve des traces d'ailes sur le nœud de la corde et des traces génétiques d'Olivier Eustache sur une partie de la corde, pas sur le nœud, sur une partie de la corde. Alors, le juge d'instruction, à partir de là, considère que la cause est entendue. Et en tout cas, il tient forcément deux coupables en puissance. Pourquoi a-t-il touché cette corde? Comment se fait-il qu'il ait laissé son empreinte sur la corde qui a servi à la pendaison de Madame Aubry? Enfin, c'est un élément qui oblige à douter de ce qu'il a dit jusqu'à présent. Conforté par ces derniers résultats, le 28 mai 2008, le juge d'instruction décide de placer Franck Renard-Payen et Olivier Eustache en garde à vue. Franck ne comprend pas. Il est bouleversé. Il réagit très mal, il en souffre beaucoup. Mais en tout cas, il maintiendra pendant toute la durée de la garde à vue, je crois qu'ils ont fait le maximum, les 48 heures, que non, il est coupable de rien. Quoi. Et que Dominique Aubry s'est véritablement suicidé. Olivier Eustache se montre quant à lui plus tendu. C'est son ADN présent sur la corde. Confronté aux analyses, harcelé de questions, il proteste, se justifie. Il a effectivement pas d'explication, si ce n'est qu'il précise qu'à l'occasion d'une ou deux soirées sur la houseboat, il avait pour habitude, dans le cadre toujours de cette ambiance un peu conviviale et festive, de se suspendre au cordage qui garnissait le houseboat et notamment toute la partie latérale de celui-ci. Comme il le dira dans l'une de ses déclarations, il jouait à Tarzan, donc ce qui peut expliquer qu'il ait laissé sur ces cordages son ADN. Ce à quoi la partie civile réagissait en se demandant comment des cordes qui étaient restées dehors aussi longtemps, sous les intempéries de l'automne puis de l'hiver qui avait commencé, auraient pu conserver cet ADN. Le juge d'instruction doit s'appuyer sur des preuves pour mettre en examen les deux suspects. Il considère alors la corde
comme un élément confondant. En 2014, lors du procès de Nanterre, l'avocat général s'en remet exclusivement à la science. Ce suicide est une mise en scène. Sur la table basse du salon, il a été retrouvé 2 emballages de médicaments. Mais l'autopsie a révélé la trace de 3 médicaments différents dans le corps de la victime. Autre élément troublant, il n'a été retrouvé aucune empreinte de la victime sur le verre qui lui aurait servi à prendre ces médicaments, ni sur la corde d'ailleurs. Mais sur cette corde, il a été retrouvé les empreintes d'Olivier Eustache. Cette trace ADN fragilise la défense. Alors les avocats d'Olivier et de Franck contre-attaquent. Ils remettent en cause le travail des enquêteurs. On s'apercevra que la recherche d'ADN telle qu'elle a été pratiquée n'est pas conforme, là encore, à la fois aux règles de l'identification et de la science criminelle. On va s'apercevoir également que les scellés ont été manipulés à l'occasion de la première reconstitution n'importe comment, puisqu'ils ont été manipulés sans précaution. Les arguments développés par Olivier Eustache, Franck Renard-Payen et leurs avocats ne convainquent pas le juge d'instruction. Après 48 heures de garde à vue, les 2 hommes sont mis en examen et incarcérés à la prison d'Osny. Le juge veut absolument prouver l'implication des 2 suspects. Il va tout mettre en œuvre pour les confondre. Il prend alors une décision inédite dans les annales judiciaires, celle de les confronter au seul témoin de la mort de Dominique. Et ce témoin, c'est Théo, son chien, un dalmatien. Une nouvelle reconstitution est organisée. Pour vous dire qu'on n'avait pas grand-chose dans le dossier, mais qu'on est allé très loin pour tenter d'en trouver ou de le nourrir. Le juge se dit, on va les mettre face à face, les 2 garçons et le chien, et on va voir comment réagit le chien. L'expert, un professeur de l'école vétérinaire, est dépêché sur la péniche afin d'observer et analyser les moindres gestes et réactions de Théo, le dalmatien. Alors, quand il a vu mon client, Franck Renard-Payen, il lui a sauté dessus en le léchant partout tellement il était content de le voir, parce qu'il ne l'avait pas oublié apparemment. Et puis c'est vrai qu'il a manifesté un certain recul vis-à-vis d'Olivier Eustache. Bon, qui ne devait pas l'aimer beaucoup, je crois, parce qu'il n'aime pas les chiens. Théo devient ainsi, un temps, le témoin numéro 1. Une méthode largement moquée encore aujourd'hui par le milieu judiciaire. Les avocats de Franck Renard-Payen et Olivier Eustache sont complètement hallucinés de voir qu'on puisse confronter un chien à 2 suspects. Là, c'est un peu n'importe quoi. Face à un dossier fragile, sans preuve concluante, les avocats de la défense obtiennent la libération conditionnelle. Franck et Olivier quittent la prison libre, mais toujours mis en examen pour assassinat. Dans cette affaire rocambolesque, un nombre record d'experts se succèdent. Ils vont se pencher sur différents points du dossier. L'heure du décès de la victime, la fracture du larynx, le taux d'alcoolémie, un véritable acharnement judiciaire, selon les avocats de la défense. Dans ce dossier, ce qui est sans doute le record de l'histoire judiciaire en France, en tout cas dans un dossier de cette nature, on va assister à plus d'une 40aine d'expertises, dont certaines vont d'ailleurs être annulées par notamment la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles. Et au final seront retenues au dossier, je crois, 38 expertises, ce qui est absolument ahurissant. Enfin, il y a experts, surexperts, nouvel expert, et évidemment, les expertises se contredisent. L'avocat général, Marc Roucherol, piqué au vif, se montre plus modéré. Comment peut-on reprocher à un magistrat de rechercher la vérité par tous les moyens possibles? Je précise quand même une chose, sur des expertises, on ne recherche pas à charge quand on demande des expertises, on recherche la vérité. Les nombreuses analyses n'élucident en rien cette affaire. Au contraire, leurs conclusions mettent en lumière des interprétations contradictoires. En 2014, lors du procès de Nanterre,
l'avocat général s'appuie sur l'une de ses multiples expertises pour démontrer la culpabilité de Franck et Olivier. Un des experts estime que Dominique Aubry serait morte vers 20h ou 21h. Ce que vient confirmer l'analyse du bol alimentaire de la victime lors de l'autopsie. Or, Franck Renard-Payen et Olivier Eustache étaient toujours présents sur cette péniche à ce moment-là. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils auraient très bien pu être dans un bar à 23h, comme l'indique d'ailleurs l'analyse de leur téléphonie. En effet, ils avaient largement le temps de s'y rendre, et ce après le meurtre de Dominique Aubry. Les méthodes utilisées par l'accusation révoltent la défense. Et pourquoi choisir cette expertise plutôt qu'une autre, Madame l'avocat général? Pour développer votre hypothèse? Parce qu'après tout, dans cette affaire, nous avons le choix. Des expertises, nous n'en avons pas moins de 38. Ce qui est absolument énorme et totalement inédit. Il y a peu d'affaires qui en comportent autant. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle qu'il n'y a aucun élément matériel, aucune preuve dans ce dossier. Vous cherchez, par tout moyen, des éléments à charge. Alors pourquoi ne le dites-vous pas? À Nanterre, au palais de justice, l'affaire ne va pas tarder à prendre une nouvelle tournure. 6 ans après la mort de Dominique Aubry, une nouvelle juge d'instruction est nommée, la 3e depuis le début de cette affaire. Elle prend connaissance de l'ensemble des pièces et à son tour analyse les 6000 pages du dossier. Le 11 mai 2011, elle rend ses conclusions et va tout bouleverser. Il n'y a rien dans le dossier d'instruction qui permette d'accréditer l'idée selon laquelle Franck Renard-Payen et ou Olivier Eustache ont attenté au jour de Dominique Aubry, l'ont assassiné. Il n'y a rien, et elle rend donc une ordonnance de non-lieu qui établit clairement que ces deux personnes sont parfaitement innocentes. La juge d'instruction estime les éléments à charge insuffisants. Rien ne justifie le renvoi des 2 suspects devant la cour d'assises. Les 2 hommes semblent à présent sortis d'affaire. La partie civile est toujours animée des mêmes doutes et les motifs avancés dans l'ordonnance de non-lieu ne la satisfont pas. Donc, elle va interjeter appel de cette ordonnance, estimant que les réponses à ces questions n'ont pas été apportées. La famille espère la tenue d'un procès, confirmer la culpabilité de Franck Renard-Payen et Olivier Eustache. L'accusation va donc s'appuyer sur le dossier d'instruction et élaborer un scénario de la soirée du drame. À l'occasion de ce dîner, Olivier Eustache et Franck Renard-Payen lui auraient fait absorber de l'alcool en grande quantité, puis aurait coupé entre guillemets cette alcoolisation avec des anxiolytiques pour abaisser sa vigilance, l'aurait étranglé. Il y a 3 mètres à peu près de la table à la corde de pendaison, et sans doute quelqu'un que l'on pend d'un moyen laissant le moins de traces possible, puisqu'effectivement le corps ne porte pas de traces de soutien, sinon il aurait marqué déjà. Mais on peut très bien amener le corps et lui passer la corde au cou sans qu'il y ait forcément beaucoup de manipulation du corps lui-même. En janvier 2012, sans preuve, sans aveu, la Chambre de l'instruction de Versailles privilégie malgré tout la piste criminelle. Le 21 février, Franck et Olivier sont finalement renvoyés aux assises. Le 4 mars 2014, soit 8 ans après la mort de Dominique Aubry, le procès s'ouvre enfin devant la cour des Hauts-de-Seine de Nanterre. Franck Renard-Payen, 45 ans, et Olivier Eustache, 43 ans, comparaissent libres. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Lorsque le procès s'ouvre, l'enjeu pour Franck et Olivier, il est évident, c'est soit ils sont coupables, et c'est finalement Frédéric, le frère de Dominique Aubry, qui va récupérer le magot, soit ils sont innocents,
Et c'est Franck qui va récupérer le magot. 14 millions d'euros. Une fortune considérable. Le cœur de cette affaire, digne des meilleurs romans d'Agatha Christie. Qui héritera à la suite de ce procès? Cette question hante toutes les personnes présentes à l'audience. Il est bien évident que cet héritage pèse sur les épaules de Franck Renard-Payen parce qu'il pourrait être un mobile. Et que le mobile, bien qu'indifférent à la constitution de l'infraction en droit français, est dans l'esprit de tous les jurés. Alors pour la partie civile, on a bien compris que c'était le centre de ce dossier. Il est clair que si Dominique Aubry avait eu une vie extrêmement modeste et une fortune inexistante, je pense que ce dossier n'aurait jamais existé. Déjà 2 semaines d'audience et le procès s'embourbe. Le long cortège d'experts acquis à la thèse du suicide ne réussit pas à lever les doutes. À l'évidence, aucune certitude ne se dégage quant aux circonstances de la mort de Dominique Aubry. Ils viennent chacun à leur tour déposer, sont pilonnés par les avocats des deux côtés, vu que les conclusions divergent sur l'heure de la mort, sur les analyses scientifiques, enfin, rien ne concorde jamais. Pierre angulaire du dossier d'instruction, la déposition du professeur Malissier, l'expert de la fracture du larynx, va semer la confusion dans la salle d'audience. La thèse de la pendaison post-mortem qu'il avait toujours soutenue au cours de l'instruction, il l'a réfutée en disant « J'exclus aujourd'hui la pendaison post-mortem, contrairement à mes conclusions précédentes. » Dans cette affaire, le professeur Malissier qui venait exclure la pendaison post-mortem, il ne restait plus grand-chose. C'est la stupeur. Ce procès est définitivement un procès hors norme. Le dossier manque certes d'éléments probants, mais l'avocat général n'en démord pas. Un crime parfait. Voilà le scénario que Franck Renard-Payen et Olivier Eustache ont tenté d'écrire. Mais ne soyez pas dupes. Rappelez-vous, l'héritage de 14 millions d'euros, les empreintes d'Olivier sur la corde, l'alibi qui ne tient pas, leur comportement étrange tout au long de cette affaire. Un crime presque parfait. Mais lorsque tous ces éléments sont mis bout à bout, il n'y a plus de doute. Ma conviction est faite. Ils sont coupables de la mort de Dominique Aubry. La défense réclame une preuve, ne serait-ce qu'une seule preuve. Les expertises qui ont vocation à éclairer le juge ici l'ont égaré. Il y a eu trop d'expertises dans cette affaire. Celle du toutou restera la plus grotesque. La pire, celle de la corde. Au moment de la première reconstitution, tout le monde peut toucher la corde avant même que soient faits les premiers prélèvements ADN. Si la vie de Franck et Olivier n'en dépendait pas, je dirais que c'est ridicule. Près de 40 expertises, pas l'ombre d'une preuve, pas la moindre certitude. Je vous demande donc d'acquitter Franck Renard-Payen et Olivier Eustache, parce qu'ils sont innocents. Suicide ou assassinat. Il n'aura fallu qu'1h30 au juré. Franck Renard-Payen et Olivier Eustache sont acquittés. Quand Franck Renard-Payen et Olivier Eustache entendent acquitter, Franck, on a l'impression qu'il met un petit temps à vraiment capter, à être sûr d'avoir bien entendu, et il éclate en sanglots, et après ils se tombent dans les bras l'un de l'autre, et voilà, ils sortent vraiment soulagés. 3 jours plus tard, le parquet fait appel de cette décision. Franck et son ami Olivier accusent le coup. 10 ans après la mort de Dominique Aubry, ils vont comparaître devant la cour d'assises de Versailles et être rejugés pour assassinat. Riche et libre, ou condamné sans le sou, tel est l'enjeu de ce procès en appel.
Mais à l'issue des 15 jours d'audience, comme en première instance, Franck Renard Payen et Olivier Eustache sont acquittés. Les deux hommes vont devoir désormais se reconstruire. C'est totalement dévastateur. Alors la colère, c'est évident pour Franck Renard Payen et Olivier Eustache. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que aujourd'hui encore, et je pense que jusqu'à la fin de leur jour, il n'y a pas une journée où ils ne se souviendront pas de cette affaire, où ils ne vivront pas un moment de cette affaire. Jusqu'à la fin de leur jour. 10 ans depuis la mort de Dominique Aubry. 10 ans d'épreuve pour la famille de la défunte. 10 ans d'une vie gâchée pour Olivier Eustache et Franck Renard Payen. Deux hommes que tout accusait. Et pourtant...